Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 25 mai 2025. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, la journée mondiale de la météorologie célébrée cette semaine au Mali. Quelle est l'importance de cette journée et qu'est-ce que l'agence malienne de météorologie fait comme activité? Nous poserons des questions à M. Drissa Dao, directeur général adjoint de l'AMAM. Bonjour M. Dao et bienvenue. Bonjour monsieur. Notre deuxième sujet, c'est la commémoration d'une autre journée, celle de la biodiversité. Nous parlerons des enjeux de la biodiversité et surtout du protocole de Nagoya, adopté en 2010 au Japon. Pour mieux nous édifier, tout cela, nous recevons le commandant Thiema Dramé, point focal national du protocole de Nagoya au Mali. Bonjour monsieur Dramé et bienvenue. Bonjour M. Kounen. C'est cette semaine que le Mali a célébré la journée internationale de la météorologie sous le thème des mesures à tous les temps, à tous les peuples. L'idée est de promouvoir le rôle que joue la météorologie dans la satisfaction des besoins des consommateurs et de répondre aux exigences de la nouvelle économie numérique. Suivons le reportage de Inaba et on se retrouve juste après. La météorologie est la science de la mesure. Elle joue un rôle central dans les découvertes et les innovations scientifiques, dans la production industrielle, dans le commerce international, donc dans l'amélioration de notre qualité de vie. La célébration de la journée vise à sensibiliser l'opinion sur le rôle important des mesures, mais aussi à mieux faire connaître cette science. Depuis la création de l'Agence malienne de météorologie en 2017, d'importants progrès ont été réalisés en matière de météorologie, notamment la construction d'un laboratoire doté de matériel météorologique et récemment la construction d'une station de jaugeage des camions citernes et l'adoption des textes et réglementatifs. C'est important aussi. On a une loi instituant le système national de la météorologie avec son décret d'application et les différents arrêtés ministériels. Je conclurai en lançant une invitation à tous les détenteurs d'instruments de mesure à adhérer aux exigences de la météorologie pour la fiabilité des mesures. C'est en 1875 que la Convention internationale du mètre a été signée par les représentants de 17 nations. Cette convention a servi de cadre à la coopération mondiale dans le domaine de la science, de la mesure et de ses applications industrielles. Le respect du consommateur est au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi cette journée doit interpeller le gouvernement lui-même pour s'engager à assurer la promotion et le développement de la météorologie dans notre pays à travers des politiques publiques plus ambitieuses mais aussi plus pertinentes. C'est pourquoi j'engage la Direction générale de la météorologie dans notre pays à prendre toutes les mesures et toutes les initiatives qui seront assurer une meilleure vulgarisation, une meilleure sensibilisation et une meilleure information des populations, des consommateurs sur l'urgence et l'exigence de la nécessité du respect des normes. Pour l'édition 2025, le thème retenu est « Des mesures à tous les temps, à tous les peuples ». Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, estime que la satisfaction des populations passe par le respect des mesures et des normes dans le domaine du commerce. Monsieur Dao, la météorologie, c'est la science des mesures, mais elle est peu connue au Mali. De quoi il s'agit? Merci bien, M. Kone. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les plus hautes autorités du Mali qui ne ménagent aucun effort pour appuyer la MAM en vue qu'elle puisse développer le secteur de la météorologie au Mali. La direction de leur thème qui nous a offert cette opportunité de pouvoir parler météorologie et l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent. Comme l'a dit le reportage, la météorologie, c'est la science des mesures et ses applications. Ça veut dire quoi? C'est une science qui est consacrée à la mesure et les applications de la mesure. Et quand on parle de mesures, il s'agit de quelles mesures? Il s'agit des mesures de masse, notamment ce que les gens connaissent, le poids, le litre, la température, etc., etc. Il s'agit de ça essentiellement. Et on sait aussi que on dit que la météorologie joue un rôle important dans la production industrielle et dans le commerce international. Mais exactement, quel est ce rôle que la météorologie joue? Merci. Bon, la météorologie joue pas que dans la production industrielle. La météorologie joue un grand rôle dans la vie même de l'être humain. Dans la production industrielle, imaginez-vous qu'une usine qui produit de la boisson,
si vous voulez produire la boisson de qualité, il faudrait que les instruments de musique que vous utilisez pour pouvoir faire le ménage en amont avant de faire la production soient conformes et que les bouteilles sont remplies selon un système de mesure. Il faudrait que ce système de mesure soit conforme pour que vous puissiez avoir des bouteilles uniformément remplies. Avec la même quantité. Avec la même quantité, exactement. Et la même qualité. Tant que vous n'avez pas de bonnes mesures, vous n'avez pas la même qualité, vous n'avez pas la même quantité. Et le ministre a dit dans le reportage que le respect des consommateurs est au cœur des préoccupations, mais on sait que la population malienne ne sent peut-être pas ça forcément. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, le respect, comme l'a dit M. le ministre, le respect des consommateurs se trouve au centre des préoccupations de l'Agence malienne de météorologie. C'est pourquoi nous organisons des campagnes de sensibilisation pour que les consommateurs puissent comprendre même la météorologie. Quand vous partez acheter, qu'est-ce qu'il faut voir pour savoir est-ce que la météorologie agit sur l'instrument de mesure qui va servir à vous servir. Bon, c'est pourquoi nous lançons beaucoup de campagnes de sensibilisation à l'endroit des consommateurs pour qu'ils puissent comprendre même la météorologie et ce qui est utilisé par la météorologie. Oui, mais la population, que la population comprenne la météorologie, ça ne change pas grand-chose parce que la population ne peut rien faire. La population subit plutôt. Les mesures qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas bien faites, ce n'est pas la population qui gère ça. Oui, les mesures qui ne sont pas correctes sont lorsqu'il est constaté qu'un opérateur économique fait des mesures qui ne sont pas correctes, il est fortement sanctionné par la loi. Donc l'AMAM agit pour sanctionner l'opérateur, soit enlever son instrument dans le circuit ou bien vraiment procéder à des sanctions administratives. Ça veut dire que plutôt que de sensibiliser la population, les consommateurs, c'est beaucoup plus les opérateurs économiques, les commerçants qu'il faut sensibiliser. Oui, c'est tout le monde qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser les opérateurs économiques, les administrations, parce qu'il n'y a pas que les opérateurs économiques qui utilisent les instruments de mesure. Il y a même les administrations publiques qui utilisent les instruments de mesure. Tout le monde est sensibilisé, y compris les consommateurs. Parce que, pourquoi on doit sensibiliser les consommateurs? Parce qu'aujourd'hui, l'AMAM utilise des marques de vérification. Il faudrait que les consommateurs sachent que la marque de vérification de l'AMAM, c'est quoi? Quelle est la marque de conformité? Quelle est la marque de non-conformité? C'est-à-dire que si vous partez, par exemple, acheter du riz chez un commerçant, il est demandé au consommateur de regarder la balance qui va servir à vous servir si elle porte la marque de conformité de l'AMAM. Si elle ne porte pas la marque de conformité, il vous est demandé de ne pas vous servir là-bas, d'aller acheter là où l'instrument de mesure comporte la marque de conformité. Et il vous est aussi demandé de dénoncer ce commerçant en question pour qu'au moins l'AMAM puisse agir. Merci. Mais au Mali, vous savez que ce n'est pas toujours évident de dénoncer. Et quelqu'un qui est habitué à faire ses courses au niveau d'un commerçant, il ne va pas du jour au lendemain dire « Ah non, aujourd'hui, les mesures ne sont pas respectées, je vais ailleurs », alors que vous vendez moins cher, par exemple, je vais ailleurs, ou alors je vais vous dénoncer. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, non, l'AMAM organise des missions de surveillance. Au-delà de la sensibilisation. Non, l'AMAM organise des missions de surveillance sur le terrain pour voir l'état des instruments de mesure utilisés au niveau du commerce, de l'industrie, etc. C'est-à-dire qu'elle organise des missions pour pouvoir procéder à la vérification des instruments de mesure, même s'ils ont été déjà vérifiés, à la vérification des instruments de mesure utilisés dans le commerce, dans l'industrie et dans les transports. Il faudrait que ces instruments de mesure soient conformes à tout moment et à tout instant. Oui, mais monsieur le directeur, vous faites ça combien de fois dans l'année? Vous ne faites pas ça tous les jours? C'est lors des journées de météorologie, peut-être que vous mettez l'accent sur les campagnes de sensibilisation, les campagnes de vérification, mais ce n'est pas sur toute l'année. Non, c'est tout sur toute l'année, puisque la loi dit que nous avons une campagne de vérification périodique qui s'étend pendant 3 mois de l'année. Généralement, elle commence à partir du 1er janvier, elle prend fin le 2 janvier, elle prend fin le 31 mars. Au-delà de cette date, c'est des missions de surveillance qui sont sur le terrain. Pratiquement tous les jours, l'AMAM envoie une équipe sur le terrain. Peut-être les équipes de l'AMAM ne peuvent, par exemple, si je prends Bamako, vous allez trouver que par exemple, chaque semaine, vous avez une équipe par commune. Il y a une équipe qui est dans une commune pour pouvoir procéder à la surveillance des instruments de mesure qui sont en service. Ça, c'est l'AMAM, ça c'est en dehors de la journée. Ça, c'est avant la journée, après la journée. Mais vous conviendrez que ce n'est pas suffisant. Une équipe
par semaine, par commune. Et pendant ce temps, les autres communes sont là, aucun contrôle. Non, c'est un exemple que je donne. Sinon, nous pouvons déployer 2 ou 3 équipes. Vous avez suffisamment de personnel? Non, nous n'avons pas suffisamment de personnel, mais nous pouvons quand même déployer 3 équipes par jour. Nous pouvons déployer 3 équipes par jour. Et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous sommes vraiment présents pratiquement à tout moment. Vous avez les moyens, monsieur le directeur, de déployer les équipes sur le terrain tous les jours? Aujourd'hui, nous avons les moyens de pouvoir déployer les équipes tous les jours sur le terrain. Aujourd'hui. Et il vous arrive de prendre des sanctions si vous constatez qu'il y a des utilisateurs, en tout cas, de ces mesures, de ces moyens de contrôle? Bien sûr, si vous partez dans nos bureaux, vous allez trouver qu'on a des salles remplies de balances déjà saisies. Chaque fois, peut-être vous ne remarquez pas, il y a des stations qui se font fermer par nos agents. Si vous ne respectez pas la réglementation, les agents procèdent à la fermeture automatique. Et vous êtes sévèrement sanctionné. Voilà. Enfin, sanctions, mais pas des poursuites judiciaires. Bon, il y a des poursuites judiciaires, parce que la loi dit que la sanction, elle est de deux types. Il y a la sanction administrative, il y a la poursuite judiciaire. Maintenant, si c'est en fonction de la gravité de la sanction, soit on peut transférer le dossier au procureur, et lui, il va engager les poursuites judiciaires. Commandant Dramé, est-ce que vous, en tant que consommateur, vous avez l'habitude d'être confronté à des problèmes de mesure chez des commerçants, chez des opérateurs économiques? Merci, M. Koné, de m'avoir donné la parole. En abordant dans le sens du directeur de la météorologie, il y a 2 ans, j'avoue que moi-même je faisais la confusion entre la météorologie et la météorologie. Et la météo. La météo, je faisais la confusion. Mais 2 ans, je commence à avoir une clarification entre les 2 entités. Ce qui m'a amené très souvent, lorsque je rentre dans les supermarchés ou les grands dépôts pour faire les achats de ma famille, il m'arrive très souvent d'être regardant sur leurs pesants pour voir si vraiment ils sont dans les normes. Bon, je vous avoue que dans le cas qui m'est arrivé, j'ai trouvé que il n'avait pas la marque. D'accord. Il n'avait pas la marque. Je lui ai dit, est-ce qu'il a été touché? Est-ce qu'il est au courant? Il dit non. Il dit non. Directement, moi aussi, j'ai relayé à la place de la météorologie pour lui dire, vraiment, il faut aller à ça. Même s'ils ne viennent pas, prenez vos instruments de mesure et allez pour qu'on les mette dans les normes. Il dit comment on fait? En tout cas, en son temps, moi, je ne pouvais pas l'indiquer concrètement où il doit l'amener, mais je lui ai dit de se renseigner pour pouvoir y arriver à avoir des instruments de mesure qui sont dans les normes. Et votre cas est peut-être rare, ce n'est pas le cas qu'on raconte très souvent. Oui, je me suis dit que certainement, moi-même personnellement, peut-être qu'ils ne sont pas descendus des grandes sociétés, des grandes entreprises pour aller au niveau des moyens, les petits détaillants, les semi-grossistes, puisque c'est un gros boutique autour dans mon quartier. Donc je me dis que peut-être ils ne sont pas arrivés à ce niveau d'avoir leurs contrôleurs, la sensibilisation peut-être n'est pas arrivée à ce niveau-là. Parce que le directeur parti Bamako est quand même vaste et il y a énormément de commerçants, de vendeurs. J'imagine, comment vous pouvez contrôler tout cela? Ce n'est pas possible. Oui, ça veut dire que nous ne pouvons pas contrôler tout le monde en même temps. Mais à Bamako, je vous rassure que le maximum de commerçants sont contrôlés. Peut-être quelques boutiques de quartier, vous savez, comme vous l'avez dit, Bamako est extrêmement vaste. Les boutiques de quartier, de rue en rue, cela est un travail fastidieux et nous sommes en train de réfléchir comment est-ce qu'il faut trouver le moyen de pouvoir toucher l'ensemble des opérateurs, même le boutiquier qui se trouve au bout du carré. Sinon, les grands marchés de Bamako, aujourd'hui, les grandes sociétés, les grands marchés, les commerçants qui sont dans les grands marchés sont vraiment touchés. Les marchés des quartiers, tout le monde est touché. Vous, par exemple, si vous passez chez un commerçant aujourd'hui,
peut-être pour revenir chez ce même commerçant, vous allez prendre peut-être 1 an, sinon plus. Et entre-temps, il peut, s'il le souhaite, détraquer encore ces instruments de mesure. Non, c'est pas 1 an. Ça dit que la loi dit que vous avez la campagne de vérification s'étend sur 3 mois. Après cette campagne, nous avons la possibilité, on a l'obligation de revenir à tout moment pour pouvoir nous voir. Ça dit qu'il n'est pas dit que votre instrument a été vérifié aujourd'hui, que demain on ne peut pas contrôler. Non, la loi n'a pas dit ça. Même si on vérifie aujourd'hui, c'est conforme. Demain ou bien ce soir, il y a un consommateur qui vient dire que non, l'instrument de mesure de telle personne, j'ai été là-bas, je pense que son instrument n'est pas conforme. Nous prenons automatiquement les dispositions pour recontrôler, pour voir. Parce que, après la vérification, les gens peuvent, peut-être par... Bien sûr. Voilà. Si revenir à leur ensemble. Si tu revenais à ça et qu'on constate, vous êtes sévèrement sanctionné. Ça veut dire que vous faites des pratiques intentionnées. Donc, vous êtes sévèrement sanctionné. Par contre, il y a des gens, les instruments de mesure peuvent se dérégler sans qu'eux-mêmes le sachent. Et ça peut même être à leur défaveur. Ça peut arriver. Mais dans tous les cas, il n'est pas dit que quand on vérifie aujourd'hui pour quelqu'un, on ne revient plus jusqu'à une an. Non, on revient à tout moment. Et l'AMAM peut revenir à tout moment. Et l'AMAM, qui n'est pas un service très connu aussi, qui a été créé seulement en 2017. Est-ce qu'il faut dire ici qu'il n'y avait pas le besoin de contrôle avant? Non, il y avait le besoin. C'était géré par un autre service? Oui, non, c'était géré en son temps par la Direction nationale des affaires économiques, après la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Mais c'est à la suite des réformes que les plus hautes autorités ont vu la nécessité de mettre en place l'AMAM. Parce que l'avantage de l'AMAM, c'est qu'elle a une autonomie dans la gestion de ses activités, parce que la méthodologie était dans les entrailles de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Bon, il y avait des difficultés de fonctionnement compte tenu de l'organisation administrative. C'est pourquoi les autorités ont vu qu'il faut, vu l'importance de la méthodologie, il faudrait dédier une structure spécialement pour ça, pour que la structure puisse la développer. C'est pourquoi l'AMAM a été créée en 2017. Sinon, la méthodologie a existé au Mali depuis l'indépendance jusqu'à la création de l'AMAM. Alors, l'AMAM a été créée en 2017, un service peu connu. Et comme le commandant l'a dit, c'est souvent, on fait même la confusion. On ne sait pas, est-ce qu'il s'agit de la météo ou de la météorologie? Parce qu'on est aussi météorologie et météorologie, ça se ressemble quand même. Oh oui, ça se ressemble, mais c'est un peu différent. Météorologie est la science qui étudie les phénomènes climatiques. Et elle utilise les services de la météorologie pour son bon fonctionnement. Je parle de la prononciation, météorologie, voilà, c'est parce que... Vous auriez dû trouver un autre non, le mot météorologie est le terme consacré sur le plan mondial. D'accord. Ça veut dire que c'est ce qui est consacré, qui a été adopté par ce que vous dites, la convention du MET qui a établi le mot météorologie. Mais pourquoi les gens font la confusion? C'est pas au Mali seulement, c'est dans pratiquement beaucoup de pays africains. C'est parce que la météorologie a eu beaucoup plus de succès par rapport à la météorologie qui, dans nos pays, a commencé à bien fonctionner ces dernières années. Ça, il faut le dire. Parce que c'est ces dernières années que les gens ont commencé à bien porter le message. Et le rôle de... Vous êtes aussi beaucoup plus discret, pas très offensif comme la météo qui communique régulièrement sur les phénomènes climatiques. Non, nous ne sommes pas discrets. Il faudrait être indulgent avec nous parce que nous sommes un jeune service qui a créé il y a à peine 8 ans. Donc, nous, depuis 2017-2018, nous avons commencé des actions de communication. Et ces actions de communication, je crois que, en tout cas, à notre avis, commencent à porter fruit parce qu'il y a beaucoup de gens, quand même, comme l'a dit le commandant, qui peut-être il y a 2 ans, lui aussi ne connaissait pas. Il y a beaucoup de gens comme lui, il y a même des décideurs, les grands décideurs qui ne connaissent pas la météorologie. Donc, à travers des émissions comme l'émission d'aujourd'hui, permettent à plusieurs Maliens de pouvoir savoir que météorologie et météorologie, c'est différent. Voilà. Et le ministre, dans le reportage, a insisté aussi sur le fait que vous devriez prendre des initiatives pour vulgariser davantage, pour une meilleure sensibilisation de la population. Est-ce que vous avez les moyens de cette politique? Oui, nous avons
quand même les moyens de pouvoir mener à bien cette politique, parce que chaque année, nous étudions des actions concrètes de communication. C'est-à-dire que dans notre programme d'activité chaque année, nous prévoyons beaucoup d'activités de communication. Et nous sommes en train de communiquer surtout avec la presse pour qu'ils puissent relayer le mot météorologie auprès des citoyens maliens. Est-ce qu'il est imaginable, par exemple, d'informatiser aussi ce système-là pour que, à distance, vous puissiez contrôler certains services, certains outils de mesure? Bon, en matière de météorologie, la vérification par le système informatique est un peu très difficile, pour ne même pas dire impossible. Voilà, c'est impossible, parce que il faut amener un étalon sur place pour pouvoir vérifier la conformité de l'instrument. Donc, sur le plan informatique, ce que nous faisons, c'est de digitaliser la suite des prestations de vérification. Voilà. Parce qu'il y a des unités de mesure ou des outils qui sont analogiques, il y en a qui sont aussi numériques maintenant. Est-ce qu'il y a une différence dans le contrôle? Est-ce qu'il y a une différence dans l'utilisation? Bien sûr, bien sûr. C'est pas des unités, c'est des instruments de mesure. Ouais. Il y a des instruments de mesure numériques, il y a des instruments de mesure analogiques. Leur appréciation, c'est pas la même chose. Les tolérances liées à ces instruments ne sont même pas les mêmes, parce que pour une balance électronique et une balance mécanique, vous n'avez pas les mêmes sensibilités. C'est-à-dire que les mêmes étalons, pour pouvoir les vérifier, ce n'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui est plus efficace? Non, c'est les instruments de mesure numériques, tout naturellement. Parce que c'est là où tout le monde peut voir la valeur en même temps. Voilà. Et comment vous avez vu des instruments numériques plutôt ou analogiques quand vous avez été confronté au problème que vous avez évoqué? Bon, la matière, c'était des instruments de mesure numériques. D'accord. Les deux, ils disposaient de deux. C'est un supermarché dont ils se servaient. Il y avait 2 ou 3 instruments de mesure. Le plus connu, naturellement, c'est l'instrument de mesure qui sert à mesurer le sucre. La balance, là. Il y avait la balance. Au-delà de la balance, il avait un autre instrument qui était dans le pied. En tout cas, c'est un disque qui était en bas, mais qui est remonté avec autre chose. Voilà, voilà, justement, c'est ces deux-là que j'ai assez remarqué, qui ne portaient pas les cachets de la météorologie. Mais et si vous arrivez par exemple d'acheter du liquide, je veux dire de l'huile par exemple, est-ce qu'il vous arrive de remarquer que une bouteille est beaucoup plus pleine qu'une autre en fonction de vos achats? Ça c'est évident, hein? Ça saute à l'œil. Hein? Ouais. Souvent même tu mets 2 bouteilles côte à côte, tu trouves il y a un écart, un léger écart entre le contenu, de la bouteille. Et pour des cas comme ça, qu'est-ce que vous faites, M. Daou? Oui, si c'est des cas comme ça, ça saute à l'œil. Oui, non, le stock incriminé est saisi, c'est ce que la loi dit. C'est-à-dire que c'est des produits préemballés qui ont été emballés à l'absence du consommateur. Donc, une fois que les gens de choses sont constatés, le produit est saisi. Le produit incriminé est saisi et le dossier est transmis chez le procureur pour suite à donner. Par exemple, si on prend aussi l'exemple du sucre ou même du riz, souvent c'est pesé à l'avance. Donc, dans le sachet, le consommateur vient, on dit 1 kilo, voilà, on lui donne un sachet, 1 kilo. Est-ce qu'il a le temps de vérifier? Oui, ça dit que le consommateur n'a pas le temps, parce que quand vous venez dans une boutique, vous demandez 1 kilo, on prend 1 kilo de sucre qu'on vous donne. C'est conforme, ce n'est pas conforme. C'est à l'utilisation que vous pouvez le savoir. Peut-être si vous utilisez 1 kilo pendant 2 jours, si le kilo n'est pas au complet, ça veut dire qu'en 1 jour c'est fini. Si c'est le cas, en ce moment vous allez vous plaindre et la membre va procéder à la vérification de la balance de la boutique. S'il s'avère que la balance n'est pas conforme et le sucre qui a été déjà conditionné, on va demander aux boutiques, la première sanction c'est de demander de reconditionner le sucre et de le sanctionner sévèrement, parce que
il a quand même pris de l'argent qu'il ne devrait pas prendre. Donc normalement, il devrait appeler chaque client pour le restituer ou bien lui donner le surplus, mais puisque cela n'est pas possible, donc il est sanctionné et le montant qu'il doit payer sera reversé au trésor. Mais peut-être que ce n'est pas systématique aussi. Dans un stock, vous allez voir, il y a 1 kilo qui est juste, qui est 1 kilo. Mais vous allez trouver dans un autre sachet, il y a peut-être 2 grammes, 3 grammes qui manquent parce qu'ils s'asseyent, ils sont rapides. Et puis... Non, tout ça là c'est réglementé. Ça veut dire que quand vous avez un stock bien déterminé, il y a un contrôle qui est effectué sur le stock. Si ce qui est prévu être conforme dans le stock n'est pas conforme, c'est tout le stock qui est incriminé. Même s'il y a des kilos qui dépassent les 1 kilo, tout est incriminé. Voilà. Vous avez aussi un laboratoire doté de matériel météorologique. C'est pour quoi faire exactement? Bon, le laboratoire, nous en avons pour pouvoir faire les vérifications des instruments de mesure sur place, faire des étalonnages. Vous vous déplacez pour récupérer du matériel que vous venez dans votre laboratoire? Non, les opérateurs amènent les équipements là. D'accord. Ce sont les opérateurs qui prennent l'initiative de venir vers vous? Oui, ça dit, permettez-moi de dire que la loi dit que c'est l'opérateur qui doit amener l'instrument. D'accord. Autrement, si nous venons là-bas, c'est pour vous allez être sanctionné, ça veut dire que vous n'avez pas respecté les prescriptions réglementaires. La loi dit que c'est vous qui devrez amener ou appeler la maman à venir vers vous. Et non le contraire. Au-delà du délai de grâce, la maman prend l'initiative elle-même. Mais si vous amenez votre instrument de mesure au labo, l'instrument est vérifié et la marque de conformité ou de refus est apposée. Si il s'avère que votre instrument n'est pas conforme, vous êtes dirigé vers un réparateur agréé pour que l'instrument puisse être réparé. Au cas contraire, votre instrument est saisi. Et il y a combien de commerçants, combien d'opérateurs économiques qui viennent vers vous par jour, par semaine, pour vérifier leur instrument de travail? Bon, pour les balances, quand même, nous enregistrons plus d'une dizaine d'opérateurs par jour. C'est très peu, quand même. Bon, c'est très peu, parce que y a beaucoup aussi qui sollicitent que la vérification se fasse sur place parce que cela est encore plus mieux, parce que si vous prenez votre instrument que vous l'amenez, après la vérification, se déplacer avec, voilà, si vous n'avez pas pu bien vous déplacer avec l'instrument du point de vérification à votre boutique, votre vérification risque d'être zéro, parce que vous risquez de dérégler votre instrument en coup de route. Donc, les opérateurs sollicitent. Mais nous-mêmes, nous avons pris l'initiative, en tout cas pour les balances, surtout les marchés de Bamako. Nous organisons des missions. On demande aux opérateurs, tel jour, il y a une équipe qui va venir. Donc chacun se prépare pour ce jour et on fait la vérification des balances des gens qui sont disponibles. Ceux dont les balances ont été déclarées non conformes sont directement envoyés chez le réparateur. Au cas contraire, votre balance est saisie. Mais ceux qui sollicitent, qui vous sollicitent pour venir, vous leur demandez de payer quelque chose? Non, on les frais de déplacement? Non, il n'y a pas de frais de déplacement à payer. C'est les redevances que vous payez. C'est-à-dire qu'il y a la redevance qui a à payer. Parce que pour chaque contrôle, il y a une redevance à payer. Ah oui, pour chaque contrôle, il y a une redevance à payer. Il y a une redevance kilométrique aussi à payer. Si vous demandez à la membre d'aller vérifier votre instrument de mesure sur place, ça a votre frais, tout est à votre frais. Ça veut dire qu'il y a et la redevance kilométrique que vous allez payer. Alors, la redevance, ça varie en fonction de quoi? Quand c'est une balance, quand c'est un instrument de mesure de litres ou autre, c'est combien on doit payer? Non, la redevance varie en fonction de la catégorie de l'instrument, de la classe de l'instrument. Pour les balances, il y a plusieurs catégories, plusieurs classes. C'est-à-dire que pour les balances de nos mamans qui vendent les condiments, la redevance a tourné autour de 1250. 1250 par an? C'est une seule fois? Non, pour eux, c'est une fois la redevance est payée. Le reste, la surveillance, vous n'avez pas de redevance à payer. Maintenant, pour les stations, par exemple, la redevance, c'est 20 000 francs par pistolet. Pour la vérification périodique, mais si c'est en primitif, vous payez 40 000 francs. Voilà. Et c'est pour l'année ou bien c'est une seule fois? Bon, pour les stations, pour l'ensemble pour les stations, les balances, c'est une fois par an. Mais les ponts bascules, les gens payent 2 fois par an. Parce que cette vérification se fait 2 fois par an, y compris les compteurs des dépôts aussi, des camions. Et vous avez aussi une station de jugeage des camions citernes. C'est nouveau? Parce que vous n'aviez pas cela? Oui, en tout cas pour la MAM, c'est nouveau. Sinon, il y a une station de jugeage qui existe au Mali depuis avant l'indépendance. Elle
elle est détenue par... Vous l'avez où? Notre station de jugage, c'est sur la route de Sikasso à Senou, en face du dépôt Oman, à côté du bureau des produits pétroliers de la douane. D'accord. Et vous faites quoi là-bas? Nous faisons le jugage des camions citernes. Le jugage, c'est quoi? C'est la détermination du volume nominal des camions citernes, les camions de transport de carburant. C'est un endroit que nous avons construit pour pouvoir déterminer le volume nominal des camions citernes et élaborer, c'est-à-dire établir des documents correspondant à ça, parce que le jugage est une activité très importante pour l'administration fiscale qui est la douane. Parce que, concrètement, il s'agit de connaître le nombre de litres contenus dans le camion? Non, le nombre de litres que les camions doivent transporter par rapport aux documents donnés. D'accord. Sinon, un camion de 45 000 litres, il peut aller au-delà de 45 000 litres en transport. Mais vous exigez que le camion se limite à 45 000 litres? Oui, nous déterminons les points de mesure de 45 000 litres et vous ne pouvez pas dépasser à ça. Merci beaucoup, M. Dao. Nous allons passer à notre deuxième sujet. C'est une autre journée internationale consacrée à la biodiversité le 22 mai. Au Mali, et à l'occasion de cette journée, le ministre de l'Agriculture, qui assure l'intérim de son collègue de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, a fait une déclaration. Il a insisté sur l'importance de la biodiversité, sur la survie même de la planète. Le message du ministre a été résumé par Mamadou Fane, que nous allons suivre avant d'en parler avec notre invité. Profondément préoccupés par l'appauvrissement de la diversité biologique dans le monde, les Nations Unies ont décidé de proclamer le 22 mai de chaque année la Journée internationale de la biodiversité, occasion pour la communauté internationale de réexaminer sa relation avec le monde naturel. Le thème de cette année est Harmonie avec la nature et développement durable. Cette journée est un rappel solennel de l'importance de la biodiversité pour la survie de notre planète et le bien-être de nos populations. Elle est aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement à protéger les ressources naturelles que le bon Dieu nous a confiées. Au Mali, le renforcement de l'arsenal juridique par les autorités vise à offrir aux services compétents les moyens de préserver la biodiversité. Face au recul inquiétant de la biodiversité dans le monde, le Mali a adopté des mesures fortes. Grâce au leadership éclairé de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, notre pays a renforcé son arsenal juridique par l'adoption de l'ordonnance 2025-017 PTREB du 1er avril 2025, modifiant la loi sur le domaine forestier national. Cette ordonnance donne désormais aux services compétents des pouvoirs accrus pour lutter contre la déforestation, l'orpaillage illégal et toutes les formes de destruction de notre patrimoine naturel. La biodiversité est notre richesse qui régule le climat, fertilise nos sols, protège nos cours d'eau et soutient l'agriculture, la santé et l'économie, a dit le ministre Kelema. Il faut donc agir vite pour inverser la tendance et faire de la biodiversité une priorité nationale. Commandant Dramé, d'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre par biodiversité? Merci bien, M. Koné. Permettez-moi de remercier les plus hautes autorités du pays. Après ce remerciement, également il faut ajouter les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder maintenant. Je reviens à votre question. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité? À travers l'image, le reportage et le message du ministre tout à l'heure, vous avez vu une multitude d'images qui a passé, qui va de la flore, la faune aquatique et la faune terrestre, et d'autres éléments qui sont apparus là-dedans également. En un mot, si vous voulez résumer, la biodiversité, c'est l'ensemble de tout être vivant de la planète, y compris l'homme. Les animaux sur terre, dans l'eau, les arbres, tout ce qui vit, même les micro-organismes. C'est ça.
Parce que il faut, l'élément qui a... Voilà. On ne voit pas à l'œil nu. L'élément qui a passé là, la plupart de l'image c'est focalisé sur la flore et la faune. Mais il n'y a pas que ça. Une importante partie de la biodiversité qui constitue les animaux domestiques n'est pas ignorée. Donc la biodiversité, c'est l'ensemble de tout ce qui est nature, tout ce qui est vivant sur Terre. Sur Terre. Et vous, vous êtes le point focal national du protocole de Nagoya, le protocole qui a été adopté en 2010. Et qu'est-ce que dit ce protocole par rapport à la biodiversité, justement? Merci bien pour cette question. Le protocole de Nagoya en lui-même est annexé, est un protocole connexe de la Convention sur la diversité biologique. D'accord. C'est un outil contraignant de la Convention pour amener les différents pays à préserver, à conserver la biodiversité. Le protocole de Nagoya, c'est l'accès aux ressources génétiques, le partage juste équitable des avantages tirés de l'utilisation de mêmes ressources. Les ressources génétiques. Les ressources génétiques. C'est quoi? Très bien. On a parlé tout de suite de la biodiversité, non? Chaque élément de la biodiversité, ça veut dire que si je prends un arbre, l'arbre de façon globale, vous et moi, vous conviendrez avec moi que nous, les nègres, surtout les Maliens, on utilise des parties de l'arbre pour nous soigner. N'est-ce pas? Les Africains et les Maliens, oui. Donc, de la racine jusqu'au feuillage, il y a une multitude de gènes qui sont dans ça. D'accord. Et chaque gène porteur a des caractéristiques spécifiques qui rentrent dans la fabrication des produits pharmaceutiques ou d'autres produits, même alimentaires. D'accord. Donc, c'est là que le protocole de Nagoya porte. Nagoya n'est autre chose que la ville de Japon où le protocole a été signé. Oui. Donc, l'accès à ces ressources génétiques, il faut autoriser l'accès. D'accord. Maintenant, l'utilisation juste partage, parce qu'il faut que toute structure ou entité ou société qui utilise une ressource génétique pour pouvoir produire des produits et vendre sur le marché est condamnée à faire retourner une partie de ces dividendes aux communautés qui ont eu à conserver cette ressource génétique. D'accord. C'est l'essentiel que le protocole de Nagoya veut que ça soit. Partager les dividendes avec les populations justement, locales. partager les dividendes avec les communautés qui ont eu participé, puisque c'est nos communautés traditionnelles qui conservent ces ressources pendant des milliers d'années. Ils ont des savoirs traditionnels liés à ces ressources génétiques-là. Donc, vous, en tant qu'entité ou société ou autre structure qui a eu à prélever ces ressources génétiques, vous servez avec ça pour fabriquer un autre produit, mettre ça sur le marché. C'est des dividendes que vous allez faire. C'est une partie des dividendes doit être retournée à ces communautés-là. Et dans le message du ministre, il a lié la biodiversité à la survie même de la planète et du bien-être des populations. Mais ce n'est pas perçu comme ça par la population. On ne voit pas tout de suite en quoi la survie de la planète peut être liée à la biodiversité. Très bonne question. C'est là tout l'enjeu. Vous avez, dans le message, le thème, c'était l'harmonie avec la nature et le développement durable. N'est-ce pas? D'accord. Et à la création du monde sur Terre, c'est les végétaux et les animaux qui sont venus avant l'homme. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Donc, oui, l'homme, ça a été créé par Dieu, si on veut dire comme ça, pour permettre à l'homme de se nourrir. Ouais. Si tel est le cas, on doit continuer à se servir de la biodiversité, mais tout en pensant à notre génération future, génération présente et future. Mais comment y arriver? C'est tout l'enjeu.
La journée du 22 mai, là, est faite chaque année, est donnée à chaque pays, chaque année, pour pouvoir attirer l'attention de la communauté, de faire attention à ce que nous sommes en train de faire sur notre biodiversité. Et on dit aussi que la biodiversité régule le climat, fertilise les sols, protège les cours d'eau, soutient l'agriculture, la santé. Très bien. C'est la vie tout court, quoi. Ça saute à l'œil. Sans séquestration du carbone, c'est difficile. La photosynthèse, sans photosynthèse, est-ce qu'il y aura de pluie? Il y a ça. Il faut remarquer aussi, autour de tout un plan d'eau, les plans d'eau où il n'y a pas de la végétation, il y a forte chance que cette eau ne coule pas, ne dure pas tous les 12 mois de l'année là-dedans. Hein? Puisque l'arbre permet de réduire l'évapotranspiration sur l'eau. Le vent aussi, il réduit la vitesse du vent. Tout ça concourt à adoucir le climat. Hein? Et la fertilité du sol. Et j'aime dire ça, si je suis dans la sensibilisation, je demande à certains, est-ce que vous avez connaissance, il y a un collaborateur qu'on rencontre généralement dans le sol, en bambara on l'appelle Chokoro. Chokoro, oui. C'est mais aujourd'hui, oui, je sais, voilà. Mais bon, très rarement on voit ça. Chokoro, ouais. Parce que nous, on l'utilisait aussi pour aller faire la pêche. Voilà. Avec on voit ça très rarement. Ouais. Ceci et plus à d'autres micro-organismes, ce qui permet de fabriquer, leur façon d'utiliser le sous-sol là, permet une bonne dégradation et une bonne prise de l'engrais organique au niveau du sol. Qui, du coup, enrichit le sol et nos cultures se servent de cet enrichissement et on a une bonne production. Mais l'utilisation, il y a un effet contraire. Puisque nous utilisons des produits chimiques, aujourd'hui, compte tenu de nombre important de la population, on veut aller à l'autosuffisance de façon... une production qui augmente d'année en année. Donc, l'utilisation de ces engrais chimiques a contribué à dégrader, à faire disparaître la biodiversité au niveau du sous-sol. Monsieur Dao, c'est intéressant pour vous, cette question de biodiversité. Est-ce que vous avez un commentaire particulier sur ça? Oui, c'est plus qu'important pour moi parce que qui parle de biodiversité parle de vie. S'il n'y a pas la biodiversité, certainement que nous n'allons pas pouvoir vivre, comme l'a dit le commandant. Donc moi, je pense que la journée qui est célébrée chaque année doit être l'occasion pour chacun de nous de prendre conscience qu'il faudrait quand même préserver les espèces pour quand même que nous puissions avoir une puissance vivre en paix, parce que vous voyez que la chaleur tape sur les gens. Ça fait quand même 2 ans. Nous au Mali ici, à Bamako, nous n'avons jamais vu une telle chaleur. Donc ça veut dire que c'est dû au fait que nous n'avons pas plus conscience. Nous sommes en train de tuer toutes les espèces qui sont sur Terre, pensant qu'ils ne servent à rien. Et ceci m'amène à dire que nos amis, la conservation de la nature doit prendre la météorologie en compte, parce qu'il faut quand même mesurer l'utilisation, la destruction de la forêt et le massacre des espèces. Merci. Mais vous estimez aussi que la sensibilisation, c'est le 22 mai de chaque année? Oui, c'est le 22 mai de chaque année, mais ça doit être continuel. Pour moi, quand même, on doit sensibiliser avant le 22 mai, le jour du 22 mai, après le 22 mai. Ça veut dire qu'il faudrait que les gens puissent prendre conscience, sinon, si on ne le fait pas tout de suite, ça va être un peu plus trop tard. Commandant Dramé, Dao a parlé tout à l'heure de dégradation de la nature. On sait que le principal acteur de la dégradation de la nature, c'est l'homme. Et est-ce qu'à ce rythme, on va s'en sortir? Parce que l'homme va continuer à dégrader quand même la nature. Bien. C'est vrai. Le principal dégradateur de la nature, c'est l'homme.
Mais quoi qu'on fasse, l'homme continuera à dégrader la nature pour sa survie. Mais l'homme doit pouvoir utiliser la nature pour sa survie, mais tout en respectant les normes. C'est-à-dire, en un mot, il ne faut pas exagérer. Il faut prélever ce qui peut être prélevé sans toucher le capital. Et c'est ce qui est très difficile. Et c'est que tout le monde n'en a pas. D'accord. Nous, techniciens, on peut le faire. Prélever, parce qu'en réalité, la nature, chaque année, il y a un rajout dans la nature. Oui. Et c'est ces rajouts-là qui doivent être prélevés et laisser le capital. Ça, c'est pas facile. Hein? C'est ce qui n'est pas facile. C'est ce qui n'est pas facile. Maintenant, il est demandé, cette journée, on profite de cette journée pour pouvoir demander à tout un chacun. Dans tout ce que vous faites, il faut avoir un pensée pieuse pour la biodiversité. Si chacun pouvait, dans son milieu, dans son champ, dans sa maison, ou dans une entité quelconque que lui-même, ça relève de lui, de penser à respecter la biodiversité. Il n'y a pas une petite entité de conservation de la biodiversité. Il faut le faire, il faut aller à ça. Mais pour le progrès, pour le développement, l'homme est obligé aussi de détruire quelque part, de détruire une partie de la nature, parce qu'on ne peut pas construire des routes, des aéroports sans couper les arbres. Et sans souvent couper certains cours d'eau. Oui, tout cela c'est vrai. Mais à la matière, au niveau des Nations Unies, de la communauté internationale a demandé à toutes les parties prenantes de réserver 30% de sa superficie en formation végétale. D'accord. À la matière au Mali, plantation d'arbres. Voilà. À la matière au Mali aujourd'hui, nous disposons de 26 aires protégées. D'accord. Des forêts. Voilà, qui dit aires protégées, c'est les réserves de faune. Là où on peut trouver la végétation et les animaux sauvages. Une fois que tu as ça, les autres espèces de la biodiversité aussi s'y trouvent là-dedans. Donc, ces 26 aires protégées-là, c'est nous devrons tout faire, chercher notre bien-être sans pourtant sans les toucher. Entamer à ces aires protégées-là. Parce que si nous devrons aller au développement, qui dit développement, dit certainement de destruction quelque part, mais faire le développement sans toucher ces 26 aires protégées, c'est possible. Oui. Mais ces 26 aires protégées n'ont pas été 26 depuis l'Antiquité, depuis l'indépendance. Peut-être qu'il y avait un nombre plus important et c'est maintenant 26. Peut-être dans les années à venir, ce sera 20 et plus tard 15. Ouais, ça aussi, c'est... Parce que le développement veut bien ça. En réalité, ce n'était pas 26 au départ. Oui. Parce que plus nous avançons, on cherche à en ajouter. Il y a certains... Diminuer ou ajouter? En ajouter, c'est ce qui est même demandé. D'accord. C'est ce qui est même demandé. Puisque les 26 aires protégées aujourd'hui au Mali n'atteignent pas les 30% de la couverture végétale du pays. Alors que la Convention sur la biodiversité nous demande d'aller vers ça. Donc, nous sommes à peu près à 13%. À 13% de la couverture végétale. Si on s'engage à signer la Convention, on doit veiller à aller aux critères et à nos engagements. Donc, de 13%, on doit chercher à aller à monter petit à petit pour atteindre. Je sais que 30%, ce n'est pas évident. Mais si on doit faire des autoroutes, on doit faire des aéroports, on va devoir, comme on dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Justement. En faisant, si on doit faire un nouveau aéroport aujourd'hui, si on doit laisser nous aller ailleurs, on va déblayer. Carrément. Ça, c'est clair. Des hectares. Voilà, justement. Mais il est en ce moment, il est du devoir de l'État malien de reproduire la même chose ailleurs. À travers le ministère de l'Environnement et du Développement, de l'Assainissement et du Développement durable,
qui va se reposer sur la direction générale des eaux et forêts, pour pouvoir trouver une partie compensatoire, pour pouvoir ce qui est perdu de l'autre côté, et le récupérer quelque part. Concrètement, quels sont les moyens dont vous disposez pour garantir, pour assurer cette biodiversité au Mali, par exemple? Merci. Si on s'en tient aux moyens, les moyens se résument au budget de l'État qui est alloué à notre département via la direction générale des eaux et forêts. Qui n'est peut-être pas suffisant. Qui connaît nos budgets, on sait que ce n'est pas suffisant. Ouais. Mais cela ne se limite pas uniquement à notre budget. Parce que l'autre pan de la biodiversité est géré par d'autres départements. D'accord. Il y a l'agriculture et l'élevage. Il y a la biodiversité à l'air sain également. Donc, ils ont leur budget pour pouvoir y faire face. Donc, c'est le budget de l'État qu'on se sert. Mettre les efforts ensemble. Justement. Maintenant, quelquefois, on s'attend à l'appui de la communauté internationale à travers, puisque le Mali est signataire de la Convention, il y a un fonds mondial pour ça. Oui, justement, le Mali contribue. D'accord, bien sûr. Donc, sur ces contributions, souvent, il y a des fonds qui sont alloués à travers le Fonds de l'environnement mondial à chaque pays. Et sur le plan juridique, il y a une ordonnance qui a été adoptée sur le domaine forestier. En quoi cette ordonnance peut-elle aider à garantir la biodiversité? En quoi elle peut vous aider dans votre travail? Merci bien, M. Koné. C'est le lieu de remercier encore les plus hautes autorités à ce niveau pour cette ordonnance-là. Il fallait cette ordonnance-là, sinon on partait directement vers une catastrophe écologique. D'accord. Et cette ordonnance, l'idée qui a soutenu cette ordonnance, tout le monde le sait, c'est à la suite de l'effondrement des bouts de mines des Chinois à Kangaba et à Kinyeba qui a amené. Vous voyez, ces deux sites-là, non seulement ils n'ont pas déraciné les arbres, même la substance même du sol a été carrément enlevée et modifiée. Et ces lieux-là, c'est très difficile aujourd'hui de les reconstituer comme il se doit. Donc, une véritable déclic écologique qui s'est amorcé dans ce lieu. Mais l'ordonnance-là va nous permettre de circonscrire, de mettre fin à toutes ces formes de dégradation de la biodiversité. Concrètement, vous allez faire quoi? Vous allez, à partir de cette ordonnance, prendre d'autres sanctions? Oui, ça? La substance de cette ordonnance-là, il y avait... C'est le domaine forestier, c'est ça? Oui, ouais. Le domaine forestier lié à la mine également. D'accord. Il faut qu'on le dise. Ça comprend aussi, donc, ça englobe la forêt, la faune, et puis l'exploitation minière. Justement. Ouais. Parce qu'avant, notre loi utilisait, comment dirais-je, les forêts classées, l'interdiction de d'exploitation de mines dans les forêts classées, les réserves de faune. Mais l'ordonnance là actuellement nous permet de pouvoir contrôler l'activité des miniers, même sur le domaine protégé de l'État. Puisque vous voyez... Parce que les mines aussi, ça rapporte de l'argent. Oui. C'est important pour l'économie. C'est important pour l'économie. Mais il y a une façon normale qui est là, que nos textes ont autorisé. Mais ces cas-là n'étaient pas dans ce format-là. C'est ce qui a amené tout ça. Donc, l'ordonnance-là nous permet aujourd'hui, une fois qu'une exploitation est dans cette situation, de saisir tous les moyens qui ont été utilisés, tous les matériels et équipements qui ont été utilisés pour pouvoir exploiter. L'ordonnance nous permet de saisir ça aujourd'hui. Un mot, M. Ndao, c'est facile de concilier biodiversité et développement des infrastructures? Oui, c'est facile et c'est difficile, mais il suffit que
l'être humain puisse comprendre que le développement, si vous ne protégez pas la biodiversité, le développement que vous cherchez, vous ne l'aurez pas, parce que il va y avoir d'autres contraintes. Je suis très content d'entendre aujourd'hui qu'il y a une ordonnance qui a été adoptée pour pouvoir quand même protéger la biodiversité dans le domaine minier, parce que qui voit les orpaillages qui vont passer dans les zones d'orpaillage où vraiment la terre est sérieusement secouée. Je pense que sans biodiversité, je ne suis pas sûr que le développement que nous cherchons, nous pouvons l'avoir. Parce que quand vous partez dans les pays développés, même dans les grandes villes, je parle sur le contrôle du commandant, et les gens essayent toujours de reconstituer une petite forêt dans la ville, voilà, que les gens appellent les zones de respiration. Voilà, donc ça veut dire même Bamako en a besoin, il faut en créer, sinon on n'en finira pas. Merci. Un tout dernier mot, commandant Dramé, après le protocole de Nagoya, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Quelle est la prochaine étape? Bon, je souhaite apporter un éclaircissement concernant le protocole de Nagoya. C'est vrai que le Mali a signé et ratifié le protocole de Nagoya, mais le Mali traîne dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya. D'accord. Le protocole de Nagoya apparaît pour moi, souvent j'aime dire que ça permet au Mali d'avoir sa souveraineté en matière d'accès aux ressources génétiques. D'accord. Mais pour ça, il faut légiférer là-dessus. Nos textes qui existent pour la gestion des ressources naturelles ne permettent pas de couvrir le protocole de Nagoya. Il faut des textes spécifiques au protocole de Nagoya. C'est ce qui n'est pas encore fait. Tant qu'on ne fera pas ça, les gens vont continuer à exploiter nos ressources génétiques et aller l'exploiter à bon escient, et les produits vont nous revenir très chers. On espère que ça sera fait très prochainement. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Tout de suite, le journal de 13h avec Ousmane Dao. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.